Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au décryptage de ce 25 juillet 2021. Dans l'actualité depuis hier, vous le savez, la décharge de Sylvie de Chacuste du poste de présidente du parti UDBN. On apprend même qu'un comité transitoire a été mis en place pour conduire l'alternance. Évidemment, on en parlera aujourd'hui avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir, Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Avant d'en venir à ce sujet, on va démarrer comme d'habitude avec nos différents plateaux de la journée. Déjà l'entretien avec le directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire. C'est donc le moment d'aller à la vaccination, Agapit Napoléon Maforica. Merci Angèle, votre introduction, moi là-dessus, c'est comme si c'est l'événement de la semaine. Non, écoutez, au moment où Madame de Chacun s'était mise en selle, j'avais prévenu que c'était pas une facile parce que la personnalité de, de Madame de Prudentiaux, de la présidente Prudentiaux, sa personnalité ne peut pas s'effacer aussi facilement. Et puisqu'elle demeurait encore membre et président d'honneur, une présidente d'honneur de duo avec un homme, pas des moindres, un ancien bâtonnier, je disais que la tâche ne devrait pas être facile pour Madame de Chaque. Je disais même que c'était un risque que Madame Prudentiaux avait pris. Mais qu'elle savait ce qu'elle faisait, puisqu'elle, c'est une femme leader. Mais alors, un mois, pratiquement un peu plus d'un mois après, quand on constate ce qui se passe, moi, je ne suis pas surpris. Ah donc, bon? donc, c'est pas un événement. Alors, voilà, donc déjà, Donc, vous ne croyez pas à cette alternance-là non, c'est pas que je ne crois pas. C'est-à-dire que si Angèle Jacques avait réussi, et Madame Prudentiaux avait pu se soustraire totalement à la direction, et que ce qui se passe aujourd'hui ne s'est pas passé, j'aurais dit, ah, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Mais ce qui se passe devient, pour moi, est de l'ordinaire. Les partis patrimoine ne peuvent pas se passer de leur leader. On va y arriver, Angèle. Je pense que vous m'avez lancé sur le plateau, mais comme je voulais simplement que nos téléspectateurs ne soient pas, disons, ébranlés, disons, ne soient pas fixés, focalisés sur cette actualité. J'ai préféré que je peux rapidement casser derrière la bombe, ou bien dégoupiller la bombe. C'est pas un événement, c'est de l'ordinaire dans notre pays, dans notre vécu, et on va y arriver. Le plateau, vous en parlez opportunément, et oui, la vaccination. J'aurais pu venir avec ma carte, parce que je vous écoutais dans la matinée parler, donc, que vous étiez vacciné. Je pense que sur le plateau, il y en avait deux. Je pense que peut-être, il va falloir que tout le monde exhibe sa carte de vaccination en disant, moi je suis vacciné, parce que quand on parle de comorbidité, j'en suis un supporter. Donc, naturellement, c'est une façon, donc, dès qu'on a ouvert cette affaire, je me suis précipité. Et je me mentirais en me disant pas que j'ai développé cette maladie également. Donc, lorsque vous avez pu passer cette étape, malgré les précautions prises, je dis, et vous le savez d'ailleurs, les précautions prises, aussi bien au bureau que au domicile, sont suffisamment fortes. Et pourtant, nous avons développé à un certain niveau de famille cette maladie, et c'est important de le dire. Et donc, la vaccination est arrivée comme un élément important. Donc, je fais ce témoignage pour que nos compatriotes comprennent. Il n'y a pas à avoir peur. J'ai fait la première dose en juin, la deuxième dose en début juillet, et je me porte très bien. Je n'ai pas de problème. J'avoue que les gens, les amis, ils sont obligés, tenus d'aller le faire. Tout ce que je raconte aujourd'hui sur le vaccin, ceux qui ont connu l'ère de la peste, vous diront que quand la vaccination est arrivée, c'était un grand soulagement. Ceux qui ont connu l'ère de la grippe, vous diront que quand le vaccin est arrivé, c'est un grand soulagement. La rougeole, le tétanos, tant de maladies. Le directeur l'a dit sur son plateau. Quand la vaccination est advenue, tout le monde est heureux. Si le paludisme avait un vaccin, si la drépanocytose avait un vaccin, mais on serait déjà heureux. Et pourquoi cette réticence des Béninois malgré les témoignages, Agapit Napoléon? Oui, c'est pour dire que nous avons un peuple un peu apathique parfois.
Et les gens, aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec tellement de fake news, propulsent de fausses informations. Moi, j'ai perdu un oncle dans cette affaire tout récemment. Il y a pratiquement un mois. 6 semaines. Dans ça, un oncle, comme on dit, côté maternel. Hein. J'ai perdu un autre oncle qui est ma frère. Je ne parle pas de lui, pas du tout. Mais je parle d'un autre qui est décédé, mais qui n'est pas des moindres pour moi. Et qui est décédé, soit attendu de ça, enterré aussitôt. Oui, c'est le drame, on ne peut même pas faire le deuil. Alors qu'on s'est vu, il était bien portant. Donc, moi je invite les gens à aller se vacciner. Il y a aucun mal à le faire. Et ils finiront par le faire quand beaucoup seraient déjà morts, inutilement. Inutilement. L'appel du directeur est un très bon appel. Mais je pense que également la communication, effectivement, doit pouvoir être un peu plus incisive. Le gouvernement fait déjà beaucoup. Et en faisant beaucoup, je pense que les dernières sorties du ministre Benjamin Moubati sont tellement opportunes qu'à un moment donné, je me demandais si nous avions déclaré la fin de Covid-19 au Bénin. Donc, c'est important que la communication. J'ai écouté le directeur Lawalé disait tout à l'heure dans l'émission Entretien de la matinée que le gouvernement compte acquérir d'autres vaccins, les autres Moderna, Pfizer, Johnson, pour permettre aux citoyens de pouvoir choisir. Mais il ne faut pas que les gens attendent que ça arrive. Les anticorps sont les anticorps. Un vaccin, tant que c'est certifié, ça a les qualifications, ça a le mérite d'exister. Donc ce n'est pas le développement, ce n'est pas la multiplication des vaccins qui change la donne. Je dis si aujourd'hui, il y avait un vaccin contre le palu, on aurait accouru. S'il y a un vaccin contre le drépanocytose, quel soulagement pour bien des familles. Donc, il faut que les gens courent. Il faut que les gens courent pour aller se vacciner. Est-ce que finalement, on ne devait pas en arriver alors à cette vaccination obligatoire pour les événements de masse, comme je le dis? On n'y est pas loin, non? Pas vraiment. On n'y est pas loin. On n'y est pas loin. C'est un coup d'essai. Ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Quand vous écoutez la communication, ça semble un bon coup d'essai. On n'y est pas loin. Et cette communication qui démarre, sans doute, va finalement aboutir à cela. Et il faudrait qu'on aboutisse à cela. Parce que, vous savez, nous ne marchons que sous la baïonnette. Moi, je le dis aussi trivialement. Malheureusement. On ne marche que sous la baïonnette. Dès qu'il y a passe de coercition, le béninois ou l'africain, j'aime pas trop ça, mais je le dis, fonctionne un peu comme le nègre esclave qui attend toujours que le patron vocifère avant de s'exécuter. Et ça, c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage parce que on peut jouer dans l'autodiscipline. On peut jouer dans l'auto-organisation. On peut jouer dans l'auto-conscientisation. Or, on attend toujours que ça vienne des autres, que ça vienne des pouvoirs publics. Tant qu'il n'y a pas de gendarmes, on ne s'exécute pas. Donc, je pense que finalement, cette initiative, cette idée qu'on aille, finalement, comme je le dis, vers l'imposition presque de la vaccination. Les enterrements, c'est un culte aujourd'hui. Les gens ont repris les enterrements, les baptêmes, les communions, on danse, on se sert, on fait tout. Aujourd'hui, on se sert même les mains. Même quand vous résistez, le gars vous tend la main, vous comprenez. Donc, finalement, on a repris de vieilles habitudes. La vaccination n'empêche pas de garder les précautions. Absolument. Puisque la vaccination n'empêche pas parfois certains de développer la maladie. La maladie. Puisqu'on ne fait pas les cas graves. Seulement, la vaccination empêche de développer les formes graves, en tout cas au regard des informations qu'on a aujourd'hui. Oui. Les médias ont un grand rôle à jouer. J'ai l'impression que dans le dispositif de communication du ministère, les médias n'ont pas été suffisamment associés. Il y a des programmes pour lesquels les médias sont associés de manière plus intense. Ici, c'est fait, il y a une communication globalement bien, qui est élaboré. Mais je pense qu'il y a des particularités de médias. Ici, sur une télé, il y a le Covid Info d'ici et d'ailleurs. Et le message passe pratiquement en boucle. Qui est là depuis avril 2020. Donc ça fait plus d'1 an. Mais ce n'est pas le même ailleurs. Je pense qu'il faut associer les médias. Il faut scénariser. On a des spots, qui sont des spots encore sur les gestes barrières qui continuent. Oui, c'est bon. Mais au même moment, est-ce qu'on doit continuer avec les spots sur les gestes barrières? Les gestes barrières, oui. Oui. Mais aujourd'hui, il y a mieux que les gestes barrières d'abord. Donc, je pense que c'est la vaccination qui doit être en boucle
Et les gestes barrières vont continuer. Donc, je pense que même au niveau de l'approche communication, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et donc, dans l'ensemble, j'ai écouté M. Lawale, je pense que aller de temps en temps au centre, inviter les médias, pas seulement l'ORTB, mais inviter les médias d'ensemble. Ils ne sont même pas obligés de les déplacer. Si les médias veulent, on dit, visite à tel endroit. Et on préserve l'intégrité de la santé, l'intégrité des patients. Mais quand même, on montre on fait un tour au cimetière, là où les gens sont enterrés. Je pense qu'il y a des images chocs qui peuvent permettre de remobiliser la troupe, et de redécider l'accès à certains services. Lorsqu'on va décréter que la vaccination permettrait, par exemple, de sortir du territoire, d'avoir accès à certains services, les gens vont le faire. Aujourd'hui que le vaccin, aujourd'hui que l'Union européenne a décidé, en tout cas, que le vaccin AstraZeneca qui est inoculé au Bénin peut aujourd'hui passer la frontière, vous allez voir qu'il y aura un engouement. Donc, il faut des éléments qui impulsent, qui incitent, parce que nous ne sommes pas habitués à nous décider sans pression. C'est important de le savoir et c'est important donc d'en tenir compte dans le déroulement dans le déroulé des autres procédures. Je pense que le ministère l'a si bien compris, parce que les dernières sorties du ministre ont été assez vives. Le message a été assez vif. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut maintenir cette pression et pour décider le plus grand. Voilà qui est bien dit, c'est le moment donc d'aller vous faire vacciner, mesdames et messieurs, si vous ne l'avez pas encore fait. On va passer à Agapit Napoléon Maforican, à notre deuxième sujet de ce décryptage. Il s'agit bien évidemment de cet Institut national des femmes qui a été redynamisé avec de nouveaux attributs. Et dont les plateaux parlaient. Nous restons toujours sur les plateaux de la journée. Les plateaux de la journée, l'actu en 7 et le duel, les deux éditorialistes. Donc, oui, c'est vrai, l'Institut. Mais bon, l'Institut de la femme a toujours existé. Oui, mais on lui a donné de nouvelles bases, de nouvelles charges. J'ai envie de penser comme tu dis ça. Est-ce que les femmes... Bon, faut pas qu'on en arrive. En fait, trop pour les femmes. C'est-à-dire Agapit Napoléon Maforican. L'Institut existe déjà. Oui, mais on ne l'a pas vu vraiment à travailler comme cela se doit, jouer son rôle. Mais là, on ressuscite pratiquement l'organe. Est-ce qu'on a évalué l'Institut? Certainement. Bon. Alors, certainement. Donc la nouvelle donne. Oui, la nouvelle Très bien, donne. vous avez réussi les examens. Vous avez réussi les examens. Non, écoutez, on a besoin de l'Institut. Je vais le dire aussi très simple. Vous savez, le problème avec les femmes, c'est que nous gardons encore des traits, des pesanteurs de la société. Et donc, moi je suis pas particulièrement partisan des histoires de parité, de discrimination politique et autres. Mais je comprends que des pesanteurs puissent obliger les gouvernants à y aller. Ça, et ça fait une fille violée. Combien une jeune fille violée? Combien ont l'audace d'aller dire? Une jeune fille sur laquelle une pression est faite de manière insistante au point de la mettre totalement mal à l'aise. Combien ont le courage de le dire trop fort au patron, ou bien d'aller le signaler, ou bien quand même de se plaindre. Lorsque vous êtes on vous discrimine par le sexe. Discrimination, oui. Voilà. Est-ce que vous avez les voies de recours? Donc, et dans l'homme et la femme sont égaux en droit, c'est la femme qui perd. Oui. C'est la femme qui perd s'il n'y a pas de discrimination positive. Parce que les hommes écrasent les femmes. Les présenteurs sociologiques étant déjà en place. Hein? Vous avez parlé de la succession. Oui. Mais vous ne parlez pas de la succession au corps, le délira. Hein? La succession des biens est facile. Est difficile. On ne veut pas qu'elle aille aux femmes. Oui. Mais la succession au corps est plus facile. Hein? Un jeune homme il a la dernière épouse de son papa, un frère qui prédit la mort de son frère pour pouvoir hériter de l'épouse, et ainsi de suite. C'est vrai, ces phénomènes tendent à diminuer. L'excision, ces phénomènes tendent à diminuer, c'est vrai. La dot imposante qui achète la femme
ce phénomène tend à diminuer avec le code de la famille de 2004 et la bataille de certaines femmes. Mais il faut maintenir la pression. C'est pour ça que moi, je trouve, personnellement, comme je vous l'ai dit, sans être particulièrement un adepte de la discrimination positive. De discrimination. Moi, j'estime que la société, elle est une, et nous devons apprendre à vivre ensemble en nous battant les uns les autres. Mais je suis à l'évidence, à mon âge, j'ai quand même expérimenté beaucoup de situations en me disant qu'il y a l'expérience aussi sur le terrain, en me disant que oui, on peut créer des situations, on peut créer quelques brèches pour les femmes, pour qu'elles puissent mieux se sentir. Pas le système qu'on a vécu, des dénonciations fantaisistes, lorsqu'on a déjà participé à un système, et après on le dit non. Pas vraiment ça, parce que là, ça trouble le jeu. Ça trouble le jeu parce que si vous êtes consentant d'aujourd'hui, et demain vous dénoncez la même chose, alors on se demande concrètement quelle est... Non, mais si demain je ne suis plus consentante. Oui, mais marquez la rupture. Dites non, ok, dès maintenant, j'ai mis fin à ça. Mais lorsque vous parlez un peu, bon, ça embrouille le jeu. Ça embrouille le jeu parce que c'est comme s'il y a un piège dans lequel on fait tomber les gens. Donc je pense qu'il faut qu'on soit sérieux sur ce cas parce que nous sommes, l'homme et la femme, c'est une société. Elle est comme la femme n'est pas vue dans une société. Moi, j'ai toujours estimé que les histoires d'internat de jeunes filles, c'est une aberration. En fait, ça c'est moi, parce que c'est sûr que l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. Ensemble, apprendre les contradictions, apprendre les difficultés, apprendre à s'accepter, apprendre à se battre, hein, donc à se combattre d'ailleurs, et puis à s'entendre. Donc, apprendre une vie, à vivre ensemble et à trouver les compromis nécessaires pour avancer. Donc, d'une manière ou d'une autre, je salue hein, la réinvention de l'Institut, la renaissance de l'Institut de la femme. Et j'estime, je suppose, qu'une brave dame dynamique, pas fanfaronne, dynamique, suffisamment éclairée, dirigera cet institut et lui donnera sans doute plus de l'allant que ce qu'elle a été. Ce qu'elle a été n'est pas négatif. C'était la première expérience. On ne va pas jeter le bébé avec le bain. Le professeur Vicente Abocan a fait de son mieux. C'est aussi une brave dame, une combattante. Donc on ne peut pas dire que c'était totalement négatif, mais elle a expérimenté. On a tenté, on a voulu changer et donner de nouveaux, un nouvel élan à la structure. On estime que celle qui viendra fera beaucoup mieux, beaucoup mieux que madame, et ainsi de suite. Parce que celui qui vient doit faire mieux que son prédécesseur. Et justement, cet espoir-là, selon vous, quels pourraient être les défis de cet institut? Non, je n'ai pas de leçons à donner. Non, pas de leçons, mais les attentes alors. Les non, attentes, écoutez, vous savez, vous n'êtes pas une femme. Il faut, déjà, j'ai déjà peint la situation. Il ne faut pas d'aller en guerre contre les hommes. Ah, mais ça va pas aller. Ça va pas aller parce que, comme je vous ai dit, la société, elle est une. Elle est composée d'hommes et de femmes. Donc, on ne peut pas aller en guerre contre les hommes. C'est pas possible. Donc, il ne s'agit pas donc de faire des slogans. Il ne s'agit pas de faire des affiches. Il s'agit d'aller parler avec les femmes. Il s'agit d'aller convaincre. Je pense que c'est un problème de femme à femme. Ce qui se passe n'est pas avec les hommes, c'est beaucoup plus avec les femmes. Et puis après, on peut parler avec les hommes. Je pense que l'Institut aura peut-être besoin d'être plus sur le terrain. Pas dans les slogans médiatiques, réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Je parle de terrain. C'est que même en toute discrétion, le rapport, je pense que ça doit être une structure attachée à la présidence de la République. Exactement. Donc le rapport doit être fait au président de la République. Donc on n'a pas besoin qu'il y ait une surmédiatisation et qu'on voit des gens. Non, à mon humble avis, l'Institut peut fonctionner en allant parler directement avec les concernés. D'abord les femmes. Passer le message, appréhender leurs difficultés. Vous savez, je vais vous surprendre, mais sur la question de la polygamie, sur la question donc de l'excision, nous, en tant que journalistes de 2004, avant 2004, le Code de la famille a fait l'objet de beaucoup de débats. On a fait des séminaires pour les journalistes. J'étais à un niveau donné. Mais vous allez à des niveaux où vous entendez des femmes, vous dites, mais de quoi cette dame de Cotonou se mêle? Qui sont mariées pour les dames, quel est leur problème? Vous entendez ça? Vous avez une femme qui dit, mais oui, mais nous, on a excisé notre fille. Et pourtant, rien ne s'est passé. Moi, je suis excisé, j'ai excisé ma fille. Mais pourquoi vous parlez? Donc, vous écoutez des trucs ahurissants. C'est pour dire que vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un contre lui-même.
il faut aller parler avec les femmes. Donc, je pense que c'est sans bruit, sans image, discuter, des focus group, des rencontres thématiques et faire le tour. Je vous jure que ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre banalement 5 ans. Donc, ce n'est pas, l'institut ne doit pas être une institut politique, elle ne l'est pas d'ailleurs. Oui, donc, elle est rattachée à une institution célèbre qui est la première institution du pays, la présidente de la République. Oui. Je pense qu'elle a qu'à définir un outil de travail qui lui permette vraiment de travailler en toute sérénité, mais avec un plan de travail qui lui permet d'atteindre réellement les objectifs en prenant en compte d'abord les cibles et non en allant contre les autres qui ne sont pas du tout les cibles. Agapit Napoléon Maforican, la saignée continue toujours dans les partis politiques, de nouvelles démissions au BR, au MOL, etc. Finalement, est-ce que ce n'est peut-être pas le moment d'arrêter simplement l'hémorragie? Qui va arrêter l'hémorragie? Mais peut-être les responsables de partis, puisque les démissionnaires pointent toujours le doigt à les responsables de partis qui ne font pas de bonne écoute, de gestion, tout ce que vous savez là, je ne vais pas le rappeler. Angèle, qui va arrêter l'hémorragie? L'hémorragie va s'arrêter. Vous savez, quand il y a eu une hémorragie, ça ne va pas s'arrêter, non? Quand la quantité de sang diminue. Ça va finir, hein, Agapit Napoléon Maforican. Quand même un garrot. Oui, le garrot, c'est justement ce dont on parle. Donc la science, il ne va pas s'arrêter. Vous savez, je l'ai toujours dit avec vous, avec Romiade, avec d'autres plateaux. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Mais est-ce que ça ne semble pas un peu de la fantaisie aussi? Non, mais écoutez, vous savez, je vais le dire sans aucun sentiment, donc en toute humilité. Lorsque le consultant parle, et quand je le dis, je ne le dis pas pour vous, mais c'est un analyste. L'analyse de l'actualité, ce n'est pas donné, c'est pas tout le monde qui analyse l'actualité. Donc quand on est consultant de telles choses, et quand on est analyse de l'actualité, vous l'avez dit, il faut avoir le flair. Analyser une situation, analyser une actualité. C'est comme un médecin qui analyse un patient. Il pose un diagnostic. Mais beaucoup pensent que c'est parler, crier, parler du grand français, aligner les vocables, les qualificatifs, les superlatifs qui est. Non. Cette situation, nous l'avons prédit. Oui. Pas parce que nous sommes divins ou prophètes, mais par analyse de notre comportement post-électoral et du comportement du militant que nous sommes par rapport à la chose politique et par rapport au positionnement politique. Si vous regardez ce qui se passe dans ces partis, tout le problème est lié au positionnement. Le BR, la base de tout ça, c'est une certaine histoire de reprise des élections quelque part. Et dès lors, quelque chose est passé, on a sanctionné un rôle responsable. Et bon, une campagne a commencé. Et ajouté à d'autres frustrations de roitelets ou de petits présidents de chapelle politique ou clan politique, qu'on appelait partis politiques entre-temps, et qui n'ont pas totalement encore compris, en tout cas ils n'ont pas digéré d'être fondus dans un ensemble en étant toujours petits. Même frappé du titre ronflant de membre fondateur de ci ou de ça, membre du bureau politique, ils ne se voient pas au cœur du dispositif. Ils ne sont pas appelés à l'art. Et donc, ils ne sont pas contents. C'est ça le problème. Les dirigeants vont faire quoi? Ils vont accourir. La situation BR est beaucoup plus visible qu'à l'UP. Mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe à l'UP. Mais comment le BR s'est arrangé pour que ça soit hautement médiatisé? Non, le BR, l'UP, c'est pas les mêmes réalités, mais la situation n'est pas pire au BR qu'à l'UP. La seule différence, c'est peut-être au sommet de chaque parti, c'est le leadership. Les déceptions qui sont au BR sont aussi à l'UP, il ne faut pas qu'on se leurre. Parce que les gens, le niveau de militantisme aujourd'hui n'est pas encore suffisamment élevé. Les gens sont encore je milite parce qu'on doit me nommer. Si on ne me nomme pas, c'est que c'est la faute de la tête. Si on ne me nomme pas, c'est parce que l'autre me fait ombrage. Je dois quitter pour aller faire mon expérience ailleurs. C'est aussi simple que ça. Donc, la situation, c'est que au niveau de l'UP, on a un certain nombre de personnalités à la tête qui échangent
des personnalités qui ont quand même une grande expérience en matière politique. Ce qui n'est pas le cas nécessairement à l'UP, au BR. Au BR, vous avez une seule. Les autres, on n'a pas l'impression d'avoir le même dispositif au sommet que l'autre. Donc, c'est vrai que c'est des partis différents, avec des organisations différentes, mais il se fait simplement que là où vous avez un Moussou Bruno, Djiko Laolé, Mathieu Kofi Nango, Abraham Ziroui, Laza Serwito, c'est pas la même chose que là où vous avez Ablaye Biotchane, et j'ai oublié passer René Koupaki. Quand vous avez ce conglomérat aux expériences diverses, mais enrichissantes, vous comprenez que même si à la base, c'est pas totalement la joie, affronter cela est difficile pour tout le monde. Donc certains peuvent le faire de temps à autre, mais pas tous. Au BR, Biotchane n'a pas acquis encore cette personnalité. Il ne l'a pas parce que c'est un technocrate connu, un homme purement de dossier, qui a une riche expérience, mais sur le plan politique, on ne peut pas dire autant. Oui, mais on ne peut pas parler uniquement de Abia Biotchane dans ce parti politique. Il y a d'autres politiques qui l'entourent. Qui, par exemple? Il y a André Okunlola qui est du parti politique. C'est quoi son expérience politique? Non, mais on a plusieurs fois député. Non, c'est pas plusieurs fois député. C'est quand même. C'est pas plusieurs fois c'est pas plusieurs fois député qui fait de vous un homme d'expérience. Regardez Bruno Amoussou. Regardez Mathieu Kofi Nango. Plusieurs fois député, lui aussi. Mais président de l'Assemblée qui a géré bien des contradictions. Et pas des moindres. Abraham Ziroui, regardez cette expérience. Député. Il a géré les contradictions de création de la RB en 1994. Il a géré les contradictions de RB nouvelle génération ou RB ancienne génération. Les débats, il était député, il a été président de la Cour suprême, il a été président de la Cour de justice de l'UEMOA, il a été ministre de la justice. Alors, quand vous avez ça, c'est des expériences. Là, ça 8 ans, député, ministre. Et donc, quand vous regardez les pédigrés de ceux-là, parce qu'il y a des Koupaki, et entre autres Djiko Laolé, quand vous les prenez ensemble, ce conglomérat, en plus la nouvelle génération, qu'elle m'excuse, je ne l'aime, mais la riche expérience de la génération qui est au sommet fait que les gens réfléchissent par mille avant d'agir. Et ils se disent, mais s'ils quittent là, ils iront où? C'est la question centrale. Quand vous quittez à ce niveau, vous irez où? Je me permets de faire cette analyse. Mais je dis qu'on vient de me montrer le contraire. Ça ne veut pas dire que le BR n'est pas. Le BR fait son chemin. C'est son petit de chemin. Mais quand vous regardez les personnalités, c'est épars. Il n'y a pas une concentration, il n'y a pas une densité politique constante dans ce parti. Donc, c'est aussi pour ceux qui aiment la liberté d'aller dans ce parti, parce que là, ça vous permet de faire votre apprentissage sans être régenté. Vous voyez, donc, c'est aussi un format, le BR. Mais le BR souffre donc de son format. Parce que vous avez demandé, mais pourquoi c'est plus médiatisé? C'est plus médiatisé, tout simplement parce que au BR, c'est plus libre, c'est plus ouvert, c'est moins rigide, moins enfermé, moins strict, à mon avis. Donc j'analyse de dehors, c'est moins que ça qu'au niveau de l'UP, où les règles paraissent suffisamment étanches, en tout cas rigoureuse. Serait-ce la même chose au Mouel, puisque le Mouel aussi connaît ses difficultés? Non, le point du Mouel est dans une certaine mesure de l'UDBN qui ne sont pas du tout le même problème. Mais le point du Mouel est un problème de pouvoir. C'est un jeune parti qui n'a aucune expérience encore de pouvoir. Et dont la première donc crée une frustration. C'est normal, c'est humain. Donc, rien à dire là-dessus, le contraire aurait surpris. Mais est-ce qu'on s'achemine peut-être à l'éclatement de ce parti politique? Le parti n'a pas d'avenir particulier. Ce parti n'a pas Vous êtes strict à Ce parti n'a pas d'avenir au regard des dispositions du code électoral, ce parti, de la charte des partis politiques. Ce parti, ce parti n'a pas d'avenir particulier. Le mérite du parti, c'est de négocier une fusion des membres avec un grand parti. Hier, au Conseil national, vous avez vu
évidemment des personnalités de l'UP, ils y étaient. Je pense, si je me trompe, qu'ils finiront par filer le parfait amour. Mais je peux me tromper. Comme je le dis toujours, un analyste n'est pas un mathématicien. Donc, les formules de l'analyste ne sont pas les formules mathématiques. Il a beau prendre beaucoup de précautions, il a beau jouer sur beaucoup de situations, mais il peut se tromper également. Il y a des marges d'erreur. Mais tout porte à croire que, au regard de la situation actuelle, le seuil de 10% n'est pas donné à tout le monde. Je l'ai dit toujours, je le redis, et Moël ne se met pas en place pour dans un an être en mesure, dans 2 ans, d'avoir les 10% de seuil. Or, en les ratant, le parti perd naturellement son statut. Évidemment. Alors, donc, c'est important pour lui de trouver une chute normale. Peut-être que quand on aura écouté Bewagia ou d'autres sortants, on pourrait peut-être confronter les situations. Mais je pense que le président Yadji essaye de maintenir son groupe, de faire ce qu'il doit faire. C'est un parti qui, s'il anticipe sur beaucoup de choses, peut se régénérer en d'autres temps, et pas si longtemps que ça. Parce que les mutations vont se faire. Comme je l'ai dit souvent, nous sommes en transition politique. Et elle va finir peut-être en 2026, mais elle va continuer les crises d'adolescence. Pour qu'un système devienne solide, il faut du temps. Et je parle toujours de la 5e République française comme un exemple. Regardez une constitution combattue. D'abord, qui a été carrément bâtie à l'image de la personnalité de Charles de Gaulle. On ne pouvait jamais rêver, imaginer que le président de la 5e République cohabiterait avec un premier ministre d'un autre camp. Ça s'est passé avec François Mitterrand. En 1986. Lui qui dénonçait le coup d'État permanent, lui qui était l'un des grands pourfendeurs de cette constitution, c'est celui qui l'aura le plus utilisé de la constitution, aurait eu ses 2 mandats complets, 2 septennats complets. Je vous attire votre attention sur le fait que dans la seule constitution, le mandat n'était pas limité. C'était 7 ans renouvelables. Et François Mitterrand, il s'est payé bien les 7 ans, et il s'est payé les seconds 7 ans. Et ce serait payé un premier 7 ans si l'âge et la maladie ne l'avaient seulement atteint. Ça veut dire quoi? On ne peut jamais tout régler en créant un test. Il y a tellement d'incertitudes. Donc, la vie de ce parti va finir. Les mouvements que vous sentez aujourd'hui, ça fait pagaille, c'est vrai. Oui. Mais ça va finir par se stabiliser au fil des élections, et notamment après les élections de 2026. Et justement, 2026, c'est bien. Non, 2023. Non, 2026. Les législatives. Même après les législatives de 2026, de 2023, ça va continuer. Les élections générales de 2026 vont calmer un peu à ce niveau-là. Puisque désormais, comme c'est 55 ans, on aura un peu d'accalmie. D'accord. Et vous parlez justement de ces 10% tout à l'heure. Et le parti qui nous a promis pouvoir atteindre cette barre-là, c'est l'UDBN. On le disait au tout début, qui connaît ces difficultés. Pour vous, vous y attendez pratiquement. Mais moi, ma question, c'est de savoir si Madame Prudencio ne serait pas en train de regretter cette alternance qu'elle a voulu à la tête de son parti. Moi, je n'ai pas compris pourquoi et sur la base de quelle philosophie. Je vous ai dit, et comme je l'ai commenté, disons, entre analystes en micro, je pense que Mme de Chacus est partie aussi brutalement et de manière insolite qu'elle est arrivée. Elle a été éjectée. Caricaturée comme aussi ça. Brutalement et de la manière la plus insolite qu'elle a fait. On parle de dysfonctionnement. Son éruption à la tête du parti. Non, c'est pas sa faute. Je ne parle pas d'elle, puisque c'est pas elle qui s'est amenée. Et c'est pas elle qui s'est éjectée. C'est le parti. Donc, sur la base de quoi elle avait été choisie? Sur la base de quel contrat? Qu'il vous souvienne, on a reçu un membre de ce parti qui nous parlait de dynamisme, de savoir-faire, de compétences. Et qui trouvait que les médias étaient beaucoup trop inquisiteurs. Faut que, voilà, sur un parti politique. Voilà. Donc, ça montre l'amateurisme et de certains membres. Et c'est pas leur faute, hein. C'est pas une injure. C'est beaucoup plus un conseil humblement à eux en disant la politique réserve tellement de surprises qu'il ne faudrait pas tout de suite se dresser, surtout pas contre les médias.
qui veut le comprendre. La manière dont Mme Jacques est arrivée est liée à la manière dont elle est partie. Ça, c'est l'analyse. Parce que personne, en tout cas, nous qui analysons, nous qui suivons l'actualité, on n'a pas vu venir. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a, quand il y a un flou, non, quand il y a un loup, c'est qu'il y a un flou. C'est ça. Quand il y a un loup, c'est qu'il y a un flou. Quelque part, il y avait un loup. Il y avait un loup quelque part. Parce que, comment, qu'est-ce qui était négocié? Sur quelle base? Vous voyez une mainmise peut-être de la présidente d'honneur? Non, moi je ne veux pas. La présidente d'honneur, c'est son parti. Si elle a décidé de laisser, c'est son choix. En fait, c'est pour dire que l'analyse, il y a eu une analyse qui n'a pas été profonde. Il y a une sorte de vision qui n'a pas été déclinée. Il y a une feuille de route qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment discutée et acceptée des partis. Il y a un contrat qui n'a pas été signé, en clair, entre les partis, entre le parti et sa nouvelle présidente, qui n'est plus la présidente propriétaire. L'UDBN fait partie des partis patrimoine, c'est pas la Moelle, c'est pas comme Moelle. Moelle, en arrivant un jour, peut éjecter Jacques Ayadji. Je dis, je ne le souhaite pas, c'est un ami. J'aurais aimé le voir là et bien ailleurs. Mais c'est pour dire que le Moelle s'est constitué des personnalités qui se sont rencontrées, qui ont voulu créer. L'UDBN est créé par Tony Brescio et autour d'elle beaucoup de personnes. Donc, comme on me dit, comme le PRD, aujourd'hui, c'est ces partis patrimoine qui sont aujourd'hui autour du pouvoir, qui ont plus de difficultés. Et leur issue, pour qu'un parti comme celui-là fonctionne, soit le fondateur disparaît totalement de la gestion, mais alors totalement. Mais comment vous allez abandonner? Si tu peux voir détruire le ta vie et sans perdre un instant, te mettre à rebâtir, tu seras un homme, si tu peux voir détruire ta vie. Donc, l'ouvrage de ta vie, tu peux le voir détruire et rester indifférent. Là, tu es lâche. Absolument. Donc, Madame Brescio ne peut pas continuer à rester même président d'honneur, même président émérite, mais autour des périmètres, et ça fonctionnera systématiquement. Il faut quelqu'un qui soit totalement en phase avec elle. Tout simplement, je vais être vulgaire, trivial. Il faut... C'est le choix que vous avez fait aujourd'hui. Je vais être vulgaire et trivial. Il faut une marionnette. Il faut une marionnette. À qui on impose un veto, c'est ce que vous êtes non, qui fonctionne selon les désirata de Madame la Présidente. Maintenant, voilà, Madame la Présidente, elle ne décide pas seule. En fait, elle a l'art, elle a le mérite parfois de s'entourer. Mais le problème, parce qu'il y a des noms qui sont constants autour d'elle. Donc, il y en a qui travaillent avec elle. Et puis, il y a d'autres qui viennent, qui vont, qui viennent. Oui. Ça veut dire quoi? Il y a un noyau. Il faut bien que le noyau s'entende sur concrètement quel est l'objectif désormais. Où va l'UDBN? Avec quels moyens? Et avec quels alliés? En sachant que les alliés ne peuvent pas être des affidés, des assujettis. Les alliés sont des partenaires. Et s'ils sont des partenaires, il faudrait qu'on leur laisse la parole. Et parfois qu'ils sont en contradiction avec la présidente, fondatrice du parti, propriétaire du parti. Il faudrait qu'on en arrive là, si l'UDBN veut se donner un avenir. Mais si l'UDBN va fonctionner simplement avec une marionnette à la tête, ça ne peut pas, autant que Madame la Présidente garde son parti titre, voilà. Et continue. Donc voilà c'est le problème. Ce parti a tellement d'atouts parce qu'il a ce que beaucoup n'ont pas, les moyens. Les moyens. Il a ce que beaucoup n'ont pas, l'énergie. Et la volonté aussi. De la présidente. Et autour d'elle, de certains militants. Mais après, il souffre justement de tout ça. Quand vous avez tout ça, il y a une sorte de suffisance qui naît. Vous avez l'impression que vous pouvez tout régler. Et quand vous voyez, quand vous avez reçu Madame la secrétaire générale, vous sentez en elle, dans sa prise de parole, dans la manière dont elle vous parlait également, à un moment donné, on sent, il ne sont pas habitués à écouter de la contradiction. Il faut que le parti apprenne à écouter de la contradiction. Avoir des militants qui ne soient pas d'accord avec Madame la Présidente.
et que ça discute. Et que le congrès du parti, le conseil du parti, le bureau politique du parti, le bureau exécutif du parti, que ces instances puissent trancher. Parfois au détriment de l'attente de Madame la Présidente. Et on apprend, par exemple... Si c'est comme ça, ça va fonctionner. Et oui, et on apprend qu'un comité transitoire a été mis en place donc pour certainement conduire cette transition. Mais pour quel résultat? Voilà l'interrogation actuelle pour ce qui est de ce parti politique. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de rentrer un peu trop dans l'intérieur. J'ai dit les conditions. Pour moi, comité transitoire, bureau provisoire, bureau de transition, bureau exécutif, haute autorité transitoire, tout ce qu'on veut ne fonctionnera pas si un cahier de charge n'est pas. Quelle est la vision de demain? Il faut une vision. Quelle est la vision? Quel est l'objectif à atteindre? Les sous-objectifs. Quelle est la stratégie pour atteindre les objectifs? Quelles sont les activités à engager? Quel partenaire, par exemple, parmi les sous-objectifs, moi j'évoque un. Oui. Quel partenariat pour l'UDBN en vue des élections? Avec qui l'UDBN peut faire alliance de manière refondue, c'est-à-dire peut se fondre pour qu'en 2023, l'UDBN atteigne le seuil. Ah, mais c'est ceux dont ils ne veulent pas entendre. Les seuils légaux. Non, mais moi je ne suis pas membre de l'UDBN, je peux me permettre. J'aime la présidente, j'aime bien le dynamisme de la présidente. Ouais, je suis un peu ce qui se passe d'une manière ou d'une autre, étant un peu quand même j'ai des proches dedans. Mais là n'est pas mon problème en fait. Je ne me mêle pas de leur fonctionnement, je ne me mêle pas de ce qui se passe. Je suis un analyste, je reste dans ma posture d'analyste. Hein? Je reste dans la posture. Et donc, j'estime que en 2023, l'UDBN ne peut pas espérer, ne peut rien espérer. Comme d'ailleurs moi, s'il n'y a pas une refonte, ils doivent disparaître quelque part, ou ils doivent faire disparaître d'autres en eux, pour créer les conditions de la représentativité nationale. Aujourd'hui, elles ne sont pas créées. Je suis désolé de le dire, ces conditions ne sont pas créées. Et quand on le dit, c'est parce qu'on aime le parti qu'on le dit, c'est parce qu'on aime ce qui se passe, c'est parce qu'on veut que le parti grandisse, et non pas ce que beaucoup chuchotent au président, à la présidente, ou bien voilà, tel a encore dit ça, il a dit ça, bon voilà, on va voir les médias. Non, les médias ne font pas élection. Les réseaux sociaux n'élisent pas. L'élection se passe dans les urnes. Et donc, pour mobiliser les gens, c'est passer de la méthode des partis patrimoine doivent disparaître et créer et laisser place à des méthodes beaucoup plus ouvertes et modernes de débat interne, d'élaboration d'une vision, d'objectifs, de stratégie, de moyens, et donc pouvant conduire les activités nécessaires. Donc c'est tout ça qui peut rendre des activités utiles et pour permettre d'atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Voilà, tout simplement, moi je pense que c'est ce qui doit se passer. Sinon, bon, la présidente peut aussi revenir prendre le lead de son parti. Il n'y a aucune honte à ça. C'est ce que je disais tantôt, qu'elle a besoin d'une marionnette. Si elle n'en a pas, il faut qu'elle reprenne son parti. Voilà, simplement. Et quand je dis marionnette, ce n'est pas injurieux. Je voudrais vraiment m'excuser auprès de la personne. Mais c'est pas, quand je dis marionnette, c'est le mot le plus simple pour dire quelqu'un qui soit en face totalement avec elle. Qui peut même raisonner, mais qui au bout du compte ne réussira pas à exécuter ce qu'elle demandera. En fait, une marionnette, je ne pense pas que la définition soit si loin de là. Non, du tout. Donc, ce n'est pas nécessairement dit que, ou d'une affidée, ou d'une assujettie. C'est question, on a compris. Hein, donc, oui, je ne voudrais pas qu'on le prenne comme une injure. Mais bon, parce qu'elle ne peut pas. Je vous l'ai dit, si tu veux voir détruire de ta vie, et tu ne fais rien, tu es un lâche. Ça, c'est clair. Donc, tant que tu es là, la manière dont l'autre fait peut ne pas te plaire. L'autre c'est l'autre, toi c'est toi. Même ton propre fils. Même si madame remettait le parti à son enfant. Un brave garçon là, qui commence à prendre de l'espace. Hein. Même si elle remettait le parti à ce brave garçon, ce brave monsieur que salue par ailleurs, elle aura toujours à redire. Parce que c'est son produit. L'attachement est fort. Donc, elle ne peut pas continuer si, à moins que le parti soit restructuré totalement avec des règles
et des procédures et des censeurs sur la procédure. Donc on dit de manière rigide, on va appliquer les textes. Et là encore, les partis patrimoine ne connaissent pas les textes en réalité. Tout à l'heure, en parlant du BR, je faisais une allusion avec l'UP en disant que voilà, il y a un certain nombre d'anciens, donc de leaders au niveau de l'UP, et qui fait que peut-être que la crise éventuelle ou bien les mécontentements n'éclatent pas en plein jour, ça c'est clair. Mais, je parlais un peu également donc d'un biochannel peut-être esselé et pas d'une grande expérience politique et autres. Il y a un volet que j'ai laissé un peu par rapport en ne l'évoquant qu'après avoir abordé la situation UDBN. Nous y sommes puisqu'on est en train de finir avec ce volet UDBN. Donc je voulais dire ceci. Vous savez, lorsqu'on regarde un peu la cartographie politique aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, je l'ai dit il y a quelques mois, je voudrais que nos téléspectateurs et militants qui nous écoutent gardent ceci que, vous savez, il n'y a plus de la place pour beaucoup. Ça, c'est une évidence. Il n'y a plus de la place pour beaucoup. Et donc, les partis de la majorité présidentielle, comme les partis de l'opposition, savent bien qu'il n'y aura pas toujours de la place. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte, et lors du débat des éditorialistes, ou bien, je pense que les deux des éditorialistes l'a dit, ou alors c'est le duel, il y a une sorte de, on vide un camp, peut-être pour aller créer un autre, ou alors pour aller renforcer un autre. Je pense que les gens ils seront surpris. Ils seront surpris d'autant plus que aujourd'hui, l'UP et le BR ont déjà acquis une certaine maîtrise du terrain. Ils ont déjà le terrain. Et le départ de 45, de 50, qui ne sont représentatifs de rien, ne peuvent pas dans l'absolu impacter disons, puisque les nouveaux qui vont se créer éventuellement vont dire qu'ils sont de la majorité. Or, s'ils sont de la majorité, pourquoi quitter ce qui existe et venir et créer un nouveau? Donc, ça n'aura aucun sens. Et c'est là que la réforme du système partisan aurait pris un coup. Ça, c'est la première conclusion que je voulais tirer. La deuxième, c'est qu'il faudrait que le BR travaille à ne plus paraître comme ce parti du Nord. Vous savez, c'est un peu l'image qu'il donne. J'ai écouté M. Sidjinou dans le duel parler un peu des instances du parti. On a l'impression, le président, c'est du septentrion, les femmes, c'est du septentrion, les jeunes, c'est du septentrion. C'est comme si c'était un parti d'une certaine région du pays. Or, cette régionalisation politique a fait mal au pays. Donc, de fait ou de droit, à tort ou à raison, qu'on pense que le BR serait un parti du Nord n'est pas une bonne chose. Et je pense que les dirigeants du parti doivent faire beaucoup d'efforts d'élargir les bases du parti et d'élargir la représentativité du parti. C'est là que j'ai attendu de faire le lien avec l'UDBN. C'est là que je pense toujours que le projet initial qui devrait incorporer UDBN, PRD et les ABT pour faire le BR doit pouvoir être ressuscité. Il me semble qu'on a besoin de ce projet pour pouvoir renforcer l'UDBN et le PRD et surtout le BR. Donc, quand l'UDBN pense aller seul avec ce qu'elle a comme, quelle que soit la générosité de sa présidente, quelle que soit sa disponibilité, quelle que soit toute son énergie, sa force de conviction, ce parti seul ne peut pas. Et s'étoffer d'ici 2 ans pour avoir un chef de représentativité nationale, c'est pas évident. Disons les choses comme on doit les dire. Au niveau du PRD, c'est la même chose. Le parti du renouveau démocratique, quelle que soit la mue qu'il fera, ce parti est terminé. Je pense qu'il a été créé par M. Mbedi, qu'il a gardé comme un patrimoine. Et je pense que M. Mbedi finissant, en tout cas du point de vue activité politique dynamique, ce parti également en finissant, et pourrait revenir au projet de départ, renforcer le BR. Et donc, ce projet-là, justement, a échoué parce qu'il s'est posé le problème d'attribut à Agapit Napoléon Bafoué-Camp, de logo et tout ce que vous savez là. Non, c'était une sorte de... Je pense que les gens du PRD se sont totalement fourvoyés. Ils n'aiment pas l'entendre, ils sont totalement fourvoyés. Cette rencontre d'Avrancourt a été un gros échec. Ça nuit plus au parti que ça l'a revigoré. Mais bon, est-ce qu'il faut mieux le passer? Ce que moi je pense, tant humblement, que si
l'UDBN et le PRD font l'effort de dépasser les moyens dépensés, de dépasser l'ego de posséder un parti et de s'ouvrir dans un large front et créer une nouvelle dynamique avec le BR, ce que j'appelle de tous mes voeux en tant qu'analyste, mais en tant que également, disons, ancien militant. Je ne suis pas encore militant de ce mouvement, mais j'ai été militant politique. Donc, quand j'analyse, je pense qu'il y a de la place pour le PRD, il y a de la place pour le DBN au sein du BR actuellement, et ça va faire équilibre. Là, on ne verra plus le BR comme ce parti d'une région du pays. On le verra pas, on le verra. La bipolarisation qui a semblé se créer va disparaître. Parce que quand on parle du BR, on regarde l'UP comme le parti du Sud. Regardez Bruno Amoussou, Jikola Wole, Mathurin Kofinago, Lazare Sewetor, Abraham Zizinokoui, Pascal Irene Koupaki. Vous voyez aucun leader vraiment du Nord. Il y avait Sakalafia, d'accord. Mais bon, donc il vient d'être allé au conseil électoral. Mais donc, c'était le plus grand poids dans ce dispositif. C'est pour dire, il faut qu'on essaye d'équilibrer pour que ça ne donne pas une bipolarisation systématique. Voilà un peu, je pense qu'on va continuer de parler de ces questions de démission parce qu'ils se poursuivront toujours. On parlera toujours des récriminations. Mais à mon avis, et pour clore totalement, il n'appartient pas deux choses. Pour clore peut-être ce volet. Disons, par rapport à l'UDBN, je regrette toujours la manière dont la présidente a été débarquée. Quelle que soit la manière dont elle a été amenée, je pense que d'autres manières étaient meilleures, étaient possibles. D'autres manières, à mon avis. C'est quand même une maître de conférence. Et en un mois, je ne pense pas que, même si elle maîtrise tout dans le parti, en un mois, on peut faire des faux pas. Mais quelle chance on lui a donné? Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, c'est au niveau global des militants. Parce que vous êtes un militant, vous devez parfois avoir la notion de sacrifice. On ne peut pas être militant et penser que le parti va tout faire pour vous, à tout moment et au meilleur, et à tout le monde au même moment. Un parti, c'est aussi un destin. Soit votre destin passe, soit il ne passe pas. Prenons le temps de la patience et de l'humilité. Voilà, Agafit Napoléon Bafouika, on va boucler le décryptage de ce dimanche avec ce dernier sujet. Il s'agit de la rentrée politique du parti Les Démocrates. Eh bien, de tout ce qu'ils ont dit hier, on retient que la démocratie béninoise est bien totalement en danger pratiquement depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir en 2016. Je pense que le danger pour la démocratie béninoise, c'est le parti Les Démocrates. Pardon. Absolument. Le danger pour la démocratie béninoise, c'est le parti des démocrates. En quoi? Oui, je pense qu'il y a un discours, il y a un langage qu'il faut qu'il dépasse. Ils vont continuer et rater les législatives et continuer encore à crier. Il faut qu'ils rentrent dans les rangs s'ils ont envie de continuer à exister. Et ils vont perdre aussi en crédibilité s'ils le ratent encore. Quand ils rentrent dans les rangs, de partir de soutenir. On peut être critique et être assez objectif. Je dis assez, pas totalement. Mais il faut être honnête dans la critique. L'honnêteté, ça ne doit pas se négocier. L'objectivité, oui. Parce que, bon, ce qui est objectif, c'est celui qui choisit, c'est celui qui voit. Voit moitié plein, voit vers moitié vide. Mais la loyauté, enfin l'honnêteté, c'est envers la patrie. Il y a un pouvoir qui est en place, qui dirige selon les lois de la République. Vous n'êtes pas d'accord avec sa méthode, ne pas dire on va réinventer des lois pour vous. Je pense que les démocrates n'ont pas pris exemple de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pris exemple de leur échec dans la FCBE. Ils n'ont pas pris exemple. Les dernières situations ne les ont pas fait grandir. C'est dommage pour des gens qui avaient quand même assumé le pouvoir, dont beaucoup avaient assumé le pouvoir. C'est dommage quand ils ont un leader qui quand même se donne, a toutes les qualités pour être un bon patriarche africain et qui finalement reste un putain chef de clan. Il y a un problème. Je pense que les démocrates ont à se réinventer s'ils ont envie d'exister. Et j'ai l'impression qu'ils ont raté encore le coche
Mais quand il parle de démocratie en danger, c'est par rapport à ceux qui se retrouvent en prison. Ils estiment qu'ils sont en prison parce que, à cause de leur prise d'opinion, à cause de leur opinion, j'allais dire. Non, c'est pas en prison, à cause de leur opinion. Il y a une justice. Donc, attendons, la justice, ils ne peuvent pas. On a vu beaucoup agir, on a vu beaucoup parler, on a vu beaucoup dire beaucoup de choses. Donc, dans un pays qui se respecte, beaucoup vivent dehors. Là-bas, ils ne peuvent pas faire ça. Certains vivent dehors, ils ne peuvent pas faire ça. Ceux qui, parfois, dehors, ils disent certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire dans le pays. Ils respectent les lois du pays dans lesquelles ils sont. Après, moi, je suis un homme de... Comme je dis, je suis un partisan de la liberté. Je suis un défenseur de la liberté. Pas principe. Mais les prisons ne sont pas faites pour les animaux. Ça veut dire quoi? Soit on ferme les prisons, soit elles sont ouvertes. Et si elles sont ouvertes, c'est pour des gens qui ont fait les lois. En tout cas, pour le moment, les gens ceux dont ils parlent et dont je suis attaché à certains, ceux-là ont un frein. En tout cas, sont présumés avoir un frein certaines lois. Attendons la justice. La justice, notre justice, avec ses faiblesses et ses qualités, c'est notre justice. Vous avez vos faiblesses, vous avez vos qualités, j'ai mes faiblesses, j'ai mes qualités. Notre justice, non. On ne peut pas la jeter. Il ne pouvait pas faire cette rentrée-là sans faire un clin d'œil justement à on peut faire un clin d'œil. Vous savez, le français, ce qui fait le charme du français, c'est qu'on peut dire les mêmes choses avec des mots différemment. Ça, c'est le charme de cette langue que j'aime parler d'une manière ou d'une autre. On a beau faire le procès à la France, je n'en suis pas un, je ne suis pas celui qui fait des procès, je fais des procès à des pratiques, pas au pays. Mais j'avoue que le français, on peut le parler en utilisant un lexique choisi. Donc, un parti politique doit choisir son lexique en tenant compte des objectifs qu'il veut atteindre. Donc, je considère que les démocrates ont choisi leur lexique. C'est dommage pour eux. Voilà. Merci à vous, Agapite Napoléon Mafourican. Je rappelle que vous êtes consultant politique, expert en gouvernance. C'était votre décryptage de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une très belle soirée en compagnie, évidemment, des différents programmes de votre chaîne.